cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Okay, salut tout le monde, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Aujourd'hui, on reçoit Carlos Najim, propriétaire de l'école AMR, sur la Rive-Sud de Montréal. Salut Carlos, ça va? Allô? Ben oui, toi? Ben oui, super, super. Hey Manu? Salut, ça va bien? Ben oui, ben oui. Oui. Hey, écoute, Carlos, dans le fond, on commence tout le temps avec un petit peu la même question. Je sais que toi, tu voulais un petit peu aller où est-ce que ton dojo, mais quand même, de où est-ce que tu viens? Quand est-ce que les arts martiaux sont apparus dans ta vie? Puis quand est-ce que tu as ouvert ton dojo? Tu peux commencer avec ça rapidement, mais quand est-ce que tu as commencé? Quand est-ce que tu as eu ta ceinture noire? Puis tout ça, là. Bien sûr, bien sûr. Ben moi, j'ai commencé le karaté à 5 ans. C'était pour me mettre en forme, dans le fond. Je faisais du soccer. Sauf que, comme on sait, le soccer, c'est l'été. Puis l'été au Québec, ça ne dure pas trop longtemps. Ouais. Mes parents ils cherchaient une activité à faire durant le restant de l'année. Puis ma mère aimait bien Bruce Lee. Donc, ils ont décidé le karaté. Puis après ça, ben, j'ai vraiment aimé ça. J'ai embarqué là-dedans à 5 ans. Après ça, j'ai fait mon premier tournoi à 8 ans. Puis là, je suis tombé en amour avec les compétitions. Donc, j'ai continué à partir de là les compétitions. C'était lequel ton premier tournoi? C'était le Montréal Open. Ce tournoi de kicks. Oh wow, OK. En quelle année? Je pense pas très bon avec les dates. 2004? 2004, Ouais, 2003, 2004. 2000. Ouais. Ouais. Dans le temps que c'était les gros trophées bleus, là? Il était pas bleu, il était en or. Mais ouais, c'était des gros trophées. Dans le temps que Pierre Ouais. était... Juste pour nous situer, là, tu as grandi où? Puis tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 21 ans. OK. Puis, j'ai grandi, je suis encore à la même place, Saint-Constant-Sainte-Catherine. OK. Avant, quand j'avais 1 an ou 2 ans, je pense que j'étais à Laval. Mais mes parents ont décidé de venir ici. C'est un petit peu plus tranquille que Laval. Ouais. Puis là, tu as commencé le karaté à l'âge de 5 ans à Saint-Constant. Puis, OK, Ouais. continue. Après ça, les compétitions à 8 ans. Oui, exactement. Donc, mon premier tournoi, j'ai fait à 8 ans. Puis après ça, j'ai eu la chance de participer à mes premiers championnats mondiaux en 2010 en Écosse. Les championnats du monde WKO, où est-ce que j'ai gagné la médaille d'or et la médaille d'argent. Puis par la suite, j'ai eu ma ceinture noire à 12 ans. OK. Puis avec tout ça, j'ai fait un petit peu de judo pendant 1 an. J'ai fait 2-3 ans de jiu-jitsu et 5-6 ans de Muay Thai. OK. OK. Puis quand tu avais fini le premier puis deuxième, tu avais fini ces différentes divisions de poids, dans le fond? Tu avais fait ta division plus une autre plus lourde un peu? Ou tu avais fait 2 divisions d'âge? La première place, j'avais eu avec l'équipe Canada. J'étais dans le Team Canada pour le point OK, en fighting. team. Ouais. Puis l'argent, ça, c'était vraiment fou, là. Puis l'argent, je l'ai eu dans ma division individuelle. Ouais. OK, GG. Puis, OK. Puis là, ce 12 ans, c'est ta ceinture noire, c'est en quelle année? C'était en 2011, je pense. 2011. Ouais. Ça fait déjà un petit bout que tu faisais du karaté. Oh, ouais. Ça faisait 7 ans. Ouais, 7 ans de karaté. Puis là, dans le fond, toi, tu as parti ta propre école. Ça t'est venu quand, cette idée-là? Dans le fond, Tu c'était as mon... 21 ans, tu étais quand même jeune pour dire OK, j'ouvre mon propre dojo. Puis, Ouais, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Dans le fond, c'était mon ancien sensei. Il avait parlé à mes parents. Il avait glissé une petite idée parce que, dans le fond, mon frère et ma soeur, ils m'ont suivi aussi karaté là-dedans à 4-5 ans, eux autres aussi. Mon père et ma mère, après ça, je les ai encouragés pour qu'ils viennent faire le kickboxing en même temps que moi, je faisais mon cours de karaté. Puis là, mon ancien sensei avait mis l'idée dans la tête. Puis il a décidé à m'emmener dans le processus, de nous abandonner. Donc là, nous autres, on a décidé de continuer tout seul. Puis on se rend compte aujourd'hui que c'était un meilleur choix. Puis on a continué seul. On a fait ça en famille. On a ouvert en octobre 2016. OK. Donc, puis ça s'est fait vraiment... C'était vraiment vite parce qu'on a reçu le tatami le mercredi puis on ouvrait samedi. OK. Donc, on n'avait même pas encore mis le tatami mercredi soir. Puis c'était vendredi qu'on ouvrait. Samedi matin. Donc vraiment, ça s'est fait vite. On a été mauvais timing parce que, comme vous le savez, c'est avec l'école que les inscriptions sont plus nombreuses. Timing, C'est ça. Donc, nous autres, on a ouvert en octobre. Donc,
c'était un mauvais timing avec tout ça. Puis moi, je commençais le cégep aussi en sciences santé, donc c'était pas facile du tout avec tout ça. Mais on a réussi parce que justement, on a été une famille là-dedans. Mon frère, ma soeur étaient au secondaire, ils étudiaient encore. Puis on continue à ce jour à avoir du succès. Puis c'est justement, notre succès vient du fait qu'on est une famille, qu'on sait ce que les familles veulent, parce que nous autres aussi, on était là-dedans. On était des élèves, on est toujours des élèves, on continue toujours d'apprendre, mais je veux dire, on a des clients, on sait qu'est-ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils recherchent. On ne fait pas les mêmes erreurs que notre ancienne école. Que toi, tu as eu dans ton cheminement. Oui, exactement. Ouais. Tu disais que tu étais encore un élève, fait que tu continues de te perfectionner, tu vas chercher tes connaissances où? Tu sais, parce que, mettons, comme moi puis Jérémy, on est dans une grande famille, là, mais là, toi, vu que vous avez parti ça par vous-même, toi, tu vas chercher ça avec qui, mettons? Très bonne question. Dans le fond, moi, je continue à pratiquer tout seul. Pour ce qui est du point fighting, je regarde des vidéos sur YouTube, j'analyse, j'étudie, je cherche un petit peu, je demande des trucs aux autres. Je fais aussi des entraînements avec 3-4 autres écoles. Donc, ça me permet d'échanger d'informations comme ça. Pour ce qui est du karaté, ça, c'est un petit peu plus difficile, par contre, je dois t'avouer. Puis, on continue à chercher là-dessus. Si j'ai besoin d'aide, si j'ai des questions sur tel kata ou peu importe, j'ai des amis sur qui je peux compter. Emmanuel Saint-Louis et Martin Lachance, Damien. Donc, c'est Kenpo Lassalle puis Karaté sportif Brossard. Donc, c'est ça. OK. Fait que t'enseignes du Kenpo, le style. Ouais, Kenpo, mais les katas sont plus sur Ryu. OK. C'est le style bizarre que tu connais, là. Ouais. On avait pratiqué ensemble étant jeune, moi et Jérémy, puis il connaît le style. Avec beaucoup de points de fight. Ouais, c'est ça. Vous avez déjà fighté ensemble? Ouais, une couple de fois. On a eu une fois dans la même division, je pense. Parce que j'étais un petit peu plus vieux que toi. Ouais, t'es un petit peu plus vieux. C'est sûr que des fois, ça... Ouais, t'es un petit peu plus vieux, mais... Monsieur, un anneau canadien. On n'avait pas un Canadien mondiaux. Pas mal tout. Je pense que oui. Je pense pas qu'on a fêté souvent. Mais ouais. Toi, t'as fait combien de championnats du monde, sinon, à part de ça? Après l'Écosse, t'as fait l'Écosse. On a fait justement le Montréal en 2013, 12-13. Tu fait d'autres avec WKU? Ou... C'était en 2012, celui au Québec, je pense. C'était en 2012. Là, j'avais eu la 2012. bronze. Tu as raison. Ouais. Là, j'avais eu la bronze dans ma division individuelle. Puis par la suite, l'année d'après, en 2013, j'ai eu la chance d'aller au Irish Open. C'est pas un championnat du monde, mais on peut dire que c'est une grosse compé. Ouais. J'ai eu la bronze là aussi. Puis cette année, j'ai eu la chance d'aller à Niagara Falls, vu que c'était proche. J'ai eu 2 médailles de bronze là aussi. Ouais. Grosse compé. Puis entre les deux, tu t'es entraîné puis tu as build up ton école, dans le fond? Oui, dans le fond, on a eu une période difficile financièrement, 2013. Et puis, c'était un petit peu loin, donc ça coûtait cher, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu participer. Puis après ça, il fallait ouvrir mon école. Puis justement, en 2016, j'avais aucun partenaire d'entraînement. J'avais zéro partenaire d'entraînement. Mon frère il n'avait pas encore la puberté. Il n'avait pas encore passé dans ça, donc il était encore très petit. Et puis, ça ne me faisait pas des partenaires d'entraînement idéal. Mais justement, j'ai eu la chance d'avoir Emmanuel Saint-Louis et Martin Lachance et toutes ces belles personnes-là qui sont encore là dans ma vie pour m'aider à m'entraîner. Puis mon frère, là, il a grandi, puis il est capable de bien me pousser. Donc, merci à mon frère Ronnie. Puis là, j'imagine que maintenant, l'école s'est développée et tu as des élèves aussi pour fighter avec toi. Oui, exactement. Là, j'ai beaucoup plus d'élèves. Le point fighting, c'est un peu moins connu, donc c'est un petit peu plus difficile d'accrocher les élèves là-dedans. Mais j'en ai une couple, là, on est rendu une dizaine, une quinzaine dans le point fighting qui sont sérieux et qui font de la compétition. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis, ouais, on a une équipe de compétition. Justement, cette année, j'ai réussi à amener 3 personnes avec moi, mon frère, ma soeur, puis un de mes élèves au championnat du monde. C'était cool. Puis, dans les arts martiaux, toi, c'était qui tes modèles? Parce que de ce que j'entends, tu étais
très focusé sur le combat, sur le point fight. Fait que tu devais avoir des role models ou des gens qui t'inspirent dans ce domaine-là? Oui, beaucoup, beaucoup. Dans le fond, moi, j'ai regardé vraiment YouTube, puis j'essaie de copier littéralement le style des autres. Il y avait Zolt avec sa jambe. Il y avait Raymond Daniels. Ouais, Zolt. Il y avait Raymond Daniels, bien sûr. Jack Felton. Il y en a plusieurs. Jack Felton, il était vraiment bon, j'ai trouvé, parce qu'il était vraiment focusé sur son combat. Puis quand il y avait des échanges, il restait, même si les arbitres ne donnaient pas un bon call, lui, il restait vraiment focus sur le combat. Il ne montrait aucune émotion, puis il était vraiment bon partout. Donc lui, j'ai vraiment aimé comme combattant. OK. Donc, j'imagine qu'à travers tes élèves, c'est très focusé aussi sur le combat. Si toi, c'est ta passion, tu dois pousser beaucoup là-dessus chez vous? Justement, pas vraiment. J'aime vraiment le point fighting. Ouais. Puis avant, on m'a appris à détester le kata traditionnel à mon ancienne école. On m'a appris vraiment à le détester, puis on faisait vraiment pas attention à ça. C'est que moi, en ouvrant mon école, j'ai découvert quasiment une nouvelle passion là-dedans dans le kata. Ouais, c'est difficile à dire, mais j'ai vraiment commencé à aimer ça. J'ai commencé à m'investir. Puis j'ai beaucoup d'élèves qui participent aussi en kata, puis qui gagnent aussi des premières places, sont très compétitifs. Puis ça, on est vraiment fiers de ça parce que justement, j'ai appris à faire des bons katas tout seul et puis à enlever les mauvaises habitudes de mes anciens professeurs. Fait que t'es vraiment la preuve que l'élève qui veut, il peut aller trouver la source par lui-même, là, même s'il y a eu un instructeur so-so. Oui, dans le point fighting, il était très bon, même si à un moment donné, il me suffit. Il n'était pas assez bon quand j'ai avancé. Ouais. Je me suis rendu compte qu'il fallait que quand même je fasse mes recherches. Mais en kata, c'était vraiment pas bon du tout. Mais j'ai écouté mon père dans les katas, j'ai fait des recherches, et puis on est rendu là. Puis, mais tu sais, je pense qu'en combat, tout le monde, tout le monde peut t'apporter quelque chose, mais maintenant, tout le monde t'apporte un maximum. T'sais. Après ça, c'est beaucoup, je pense, c'est d'entretenir le niveau. T'sais. Puis oui, si tu veux monter ton niveau, ben, c'est justement, comme tu disais, ben, c'est t'entraîner avec d'autres gens, développer d'autres techniques, parce que n'importe quel prof, si tu passes 10-15 ans avec, à un moment donné, il n'y a plus rien à t'apprendre, ben, donc il t'a tout appris. Là, mais ouais, il était calé en salle, Steph. Il y avait aussi Carl dans ce temps-là, là-bas. Là. Tu as bien raison là-dessus. Il faut entretenir ça. Puis justement, c'est pour ça que c'était difficile en 2016 parce que j'avais juste mon frère et ma soeur. Puis il ne pesait vraiment pas mon poids. Il n'allait pas à ma vitesse, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment difficile. Mais il y a aussi une évolution qui se passe dans le point fighting en tout temps. Il y a eu une grosse évolution. Oui, c'est vraiment fou. Il y a une grosse évolution. C'était coupe la jambe back-fist sur le coup de pied en rond. Puis ça, mon professeur, justement, il n'a pas vu ça venir. Ouais, il n'a pas vu ça venir. Puis on s'est fait. Je me suis fait laver contre des adversaires que je battais normalement 10-0. Donc ça, j'ai appris ça tout seul. Puis vraiment, ce qui m'aide, ce qui nous aide vraiment, c'est qu'on est focusé sur la famille. Chacun apporte quelque chose. Mon père, il regarde, il analyse vraiment les vidéos. Il m'apporte des conseils. Mon frère et ma soeur sont toujours là pour m'aider dans les cours. Ils m'apportent des nouvelles idées. Ils donnent des cours aussi. Puis ma mère aussi, elle donne des cours. Donc, on est tous ensemble une famille. Puis c'est ce qui fait la force de notre dojo. Puis ça marche bien parce que, tu sais, quand même en compétition, là, ça dévisse là, en combat. Là. Oui, merci beaucoup. Puis vous êtes situé où, juste? Parce que Roussillon, je sais à peu près dans quel coin vous êtes, mais juste, c'est où exactement? C'est dans la ville de la Prairie, OK. 80 boulevard Tachereau. OK. À côté de l'école de la Magdeleine. OK. Fait que c'est sur la Rive-Sud. Oui. OK, cool. Puis là, en ce moment, toi, t'habites-tu en appart ou t'habites encore avec tes parents? Genre, tu fais quoi pendant le confinement? J'habite encore avec mes parents. Qu'est-ce que je fais dans le confinement? Ben, c'est la première fois en 4 ans où est-ce que j'ai un congé, sauf Noël. Parce que sinon, je cours toujours. J'ai des études. J'étais en sciences santé pendant 2 ans au cégep. Après ça, je suis allé à l'université. Je suis encore à l'université d'ailleurs.
c'est ma deuxième année en enseignement. OK. Je fais un bac dedans. Puis ça va très bien aussi à l'école. J'ai une quota de 34 au cégep. Puis là, j'ai des bourses d'excellence à l'université. Mais c'est justement à cause que je suis perfectionniste, ça me laisse aucun break, ni à l'école, ni au karaté. Parce qu'au karaté aussi, je continue à pousser, à travailler pour garder mes clients, mais aussi pour gagner dans les compétitions. Puis durant le confinement, j'essaie d'améliorer des petites choses, par exemple dans le curriculum, au karaté, faire des petites rénovations, changer des petites choses sur les réseaux sociaux, travailler là-dessus. Puis je m'entraîne aussi sur les katas. Ouais. T'en profites pour faire du perfectionnement personnel. Exactement. Ça fait du bien s'entraîner quand que tu ne travailles pas 72 heures déjà là-dedans. Tu sais, quand tu arrives, ta première heure de karaté, c'est pour toi. Là. Ça fait du bien. Là, ouais, c'est sûr. Officiel. Puis là, sinon, c'était quoi votre plan de match cette année? T'avais-tu des aspirations au championnat du monde qui viennent de tomber à l'eau à cause de ton... Oui, beaucoup, parce que premièrement, il y avait le Québec Open. Je voulais vraiment... Je m'attendais à de gros résultats de cette année de ma part parce que l'année passée, j'étais en finale du grand champion sur le stage. Puis là, cette année, je voulais vraiment le gagner, mais ça va être l'année prochaine. Puis là, cette année, il y avait les championnats du monde de WKU qui étaient au Québec, qui étaient à Québec, pardon. Donc, pour ça, c'était vraiment intéressant parce que c'était proche, puis c'est vraiment bon, mais finalement... heureusement, ça va être reporté à la même place. Mais moi, je suis curieux, l'an passé, c'était contre qui la finale au Québec Open? C'était contre Brendan Ballou, un gars de Straight Up. Ça a fini très serré. C'était un très bon combat. Puis je vais avoir ma revanche. Ah, c'est des choses qui arrivent, man. Combat, là, ça va tellement, tellement vite. C'est fou. Là. Fais-tu des tournois dans le circuit NASCAR aux États-Unis? Tu vas-tu... J'aimerais vraiment... Ouais. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment, vraiment ça, aller là-bas, faire mon nom, puis avoir, aller chercher plus de notoriété, puis aller chercher des gros trophées. Mais c'est vraiment difficile avec l'école. C'est vraiment difficile avec mon école de karaté. D'avoir tout ça, puis de gérer tout ça en même temps, c'est vraiment difficile. Mais j'essaie de faire mon possible pour que, justement, quand il y a les gros tournois comme le Québec Open ou les championnats du monde qui sont proches, d'y aller puis de donner mon maximum. Mais on espère que dans les années à venir, je me libère un petit peu plus puis je sois capable d'avoir d'autres instructeurs que mon frère, ma soeur, qui soient capables de donner des cours. Comme ça, je vais pouvoir aller aux championnats du monde puis faire des tournois aussi NASCA. C'est ce qui m'intéresse aussi. Puis là, tu es en enseignement pour aller enseigner. Tu vas enseigner au secondaire? Ou... Oui, dans le fond, je ne sais pas encore si je vais... Dans le fond, mon bac, je ne sais pas encore si ça va juste être un parachute ou si je vais vraiment l'utiliser puis aller en enseignement. Mais c'est sûr qu'au départ, je vais essayer de gérer le karaté à 100%. Puis après ça, si ça ne marche pas, je vais pouvoir avoir mon parachute au cas où avec mon bac en enseignement au secondaire. Puis, mais c'est sûr que ça va marcher. Perfectionniste comme je suis, c'est sûr que ça va marcher. De toute façon, au début, tu peux sûrement t'en servir, ne serait-ce que pour faire de la suppléance. Le temps que ton dojo atteigne le niveau qui te convient pour dire « Ah, je fais ça à temps plein. » Oui. Surtout ces temps-ci, il manque beaucoup d'enseignants. Ben oui, c'est ça. C'est une situation un peu... Oui, c'est ça. C'est un drôle de timing pour étudier en enseignement. Hein? Oui, c'est bizarre, hein? Ça a coupé, live? Je suis seul? Non, ça a été ça. Tout va bien. Okay. Puis, comment tu vois ça, toi, de ton œil d'étudiant en enseignement, tout ce qui se passe? C'est quoi ton impression là, sur le fait qu'on renvoie les élèves à l'école là, en ce moment? Bien, clairement, c'est juste pour faire démarrer l'économie parce que je vois pas... Surtout, moi, je suis au secondaire, mais je me rappelle qu'au primaire, il n'y a pas grand-chose à voir en un mois au primaire. Surtout que les parents ils sont très, très aptes à donner des cours justement à leurs enfants à la maison. Je pense que tous les parents sont très bien équipés, puis le gouvernement il donne des trousses pédagogiques, je pense. Donc, les parents sont très équipés. Ils pourraient très bien faire ça à la maison, mais on veut que les parents, justement, aillent travailler pour faire rouler l'économie, pour éviter une crise économique éventuelle, là, ça s'en vient, là. Ouais. Mais pour le secondaire, je pense que c'est une bonne idée de faire des cours en ligne. Je pense que c'est bien pensé, puis que les adolescents sont vraiment capables, avec le mois qui reste,
de suivre en ligne. Mais par contre, c'est sûr que c'est difficile pour les élèves qui sont en difficulté, là, parce qu'il y en a plusieurs qui requièrent beaucoup plus d'aide. Donc, Officiel. je ne sais pas comment le gouvernement va faire avec eux. Mais c'est drôle, il y a quelque chose que j'avais pas comme pris conscience, mais les élèves du secondaire cette année n'auront pas de balle de finissant. Tu sais, comme... C'est fou, mais c'est quand même quelque chose d'important dans un parcours. Quand tu finis le secondaire 5, tu fais comme, tu sais, je vais avoir... Ben, moi, personnellement, je dis ça, puis je suis même pas allé à mon bal. Là. Mais mais tu sais, en général, je parle en culture populaire, là, c'est comme un huge step, puis là, comme tout le monde s'est cancellé, là. Oubliez ça, il n'y en aura pas. Oui, ma soeur, justement, est en secondaire 5. Okay. Là, son bal est annulé, ce qui ne fait pas vraiment plaisir. Puis surtout pour les filles, quand tu dépenses beaucoup d'argent pour une robe, puis c'est annulé, c'est pas très cool. Puis il y a le bal, mais on s'entend aussi que l'après-bal est 2 fois mieux. Ouais, c'est ça. Ah, c'est triste. Ouais. Comme si tu as 18 ans cette année, là. C'est pas le temps, là. Mauvais c'est pas timing. le temps de faire le party. Ouais. C'est juste triste. Ça me fait penser, toi, pendant le confinement, avec tes élèves, pour garder le contact, est-ce que tu faisais des lives avec eux? Est-ce que tu juste leur donnes des nouvelles de temps en temps sur ta page pour dire oubliez-moi pas, on s'en vient bientôt? Comment tu gardes le contact avec eux? En fait, je fais 3 cours par semaine, 2 cours de karaté les mardis et jeudis à 18h45 en direct sur notre Facebook. Donc, on le fait avec eux, ce qui permet de les motiver. Puis, ils nous voient en même temps, ils nous voient en direct, ce qui fait en sorte que ça leur donne une motivation de plus. Puis, on met des cours aussi, ces mêmes cours-là, on les met sur YouTube, on les envoie par courriel. On envoie aussi des jeux, des messages par courriel. Je donne aussi des cours privés. Puis aussi, on a un cours d'entraînement physique les samedis matins à 9h30. C'est sûr que c'est difficile de donner des cours avancés à des personnes pour pas que tout le monde voit nos techniques, puis surtout en point fighting, les techniques avancées. Mais on donne des cours privés justement sur Zoom ou sur FaceTime, ce qui peut aider pour les personnes qui sont intéressées, ceux qui sont avancés. Sinon, c'est ça, on envoie des courriels, messages Facebook. That's it. C'est cool pareil. Ben ouais, vous gardez le lien avec les élèves. C'est bon, ça, c'est important. Tu as été commandité une couple de fois, right? Je pense, par l'équipe Hayabusa, peut-être plus jeune ou Full Force ou quelque chose de même. En tout cas, parle-nous de ça. Tu as été déjà approché, je pense, 1 ou 2 fois. Je pense qu'en ce moment, tu es avec NMAC. Parle-nous de ça. Qui t'avait approché? Comment ça s'est passé? Bien sûr. J'étais avec l'équipe Blitz Demol, étant jeune. L'équipe de Seine, qui était une très bonne équipe. On était l'équipe junior, probablement la meilleure dans ce temps-là au monde. On était vraiment, vraiment fort. Il y avait Jérémy Franqueur, moi, Zachary Jouvreau. Il y en avait plein. On était vraiment beaucoup. On était vraiment beaucoup. Puis après ça, par la suite, notre coach il a décidé de nous retirer. Mon ancien sensei a décidé de nous retirer. Puis l'équipe nous payait les équipements, les tournois, tout ça. Puis mon ancien sensei a décidé de tout nous retirer, tous ceux qui étaient dans l'équipe, pour aucune raison. Il avait dit simplement que c'est lui qui voulait nous coacher, qui voulait vraiment sentir qu'on était dans son équipe à lui. Et dans le fond, c'était littéralement pour l'argent pour qu'on paye pour ses équipements puis qu'on représente lui dans les tournois. Par la suite, j'ai été en 2016, il y a Pierre Scanzano de Team Edge Gear qui avait appelé mon ancien sensei en même temps où est-ce que je coupais les liens avec lui, puis il m'avait demandé si moi je pouvais être dans l'équipe Team Edge Gear. Sauf que mon ancien sensei a refusé, sachant très bien que moi et lui, on se séparait. Il a refusé. Fait que là, ça fait en sorte que Pierre a décidé il ne savait pas, lui, qu'on se séparait encore. Puis là, il ne m'a pas pris dans son équipe, justement, à cause de mon ancien sensei. Par la suite, j'ai été approché par Team NMAC, qui était l'ancien coach au Québec, je pense que c'était Denis. Donc, c'est lui qui m'avait approché. Puis là, je suis rendu... Après ça, j'ai quitté NMAC parce qu'il n'y avait pas vraiment de partenaire. J'avais pas vraiment de partenaire ici de Team NMAC, sauf
Jason René qui avait pris vers la fin, mais là, même lui, après ça, il a changé pour Team Edge Gear. Donc là, moi aussi, j'ai décidé de quitter. Puis Pierre, finalement, il m'a pris l'année passée dans le Team Edge Gear. Puis là, ça fait 1 an que je suis avec Team Edge Gear. Puis je suis très content d'être avec eux. Ils sont vraiment gentils. Pierre est gentil. Mes partenaires sont super cool. On s'entraîne ensemble. Puis tout va bien. Ça fait il y a quoi? même- Ouais, vas-y, Jake. Il y a même Joe Milo là-dedans, right? Oui, il y a exactement. Il y a Joe Milo, Joe Jonathan Doucet. Doucet, Robbie Franca comme coach, José Guérin comme coach. Il y a Hugo Turpin, Mathieu, Jason René, lui aussi, comme j'avais dit tantôt. Donc, on est plusieurs là-dedans. Puis ça apporte quoi, mettons, à un fighter? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de l'équipe? Juste pour qu'on comprenne ce que ça te donne à toi, mettons. Mais ça me donne, dans le fond, des partenaires d'entraînement, premièrement, parce que ça fait en sorte que, vu que je suis dans l'équipe, je peux m'entraîner avec eux. Ça me donne accès à d'autres entraînements. Ça me donne accès justement à un autre coach, Pierre Scanzano, qui peut être là si jamais j'ai des questions ou peu importe. Ça me donne aussi... ça me donne quoi aussi? Ça me donne aussi de l'argent. Ça me fait commanditaire pour mes équipements, pour mes tournois. Ça me motive à aller dans un tournoi. Puis aussi, je peux faire des team fights avec mes coéquipiers puis m'assurer que ces coéquipiers-là soient vraiment bons, soient de haut calibre. Puis c'est ça. Donc, ça me motive beaucoup de faire partie de l'équipe Team Edge Gear, de me faire commanditer. C'est ça. Ça te permet de pousser plus loin dans la compétition parce que ça te donne un soutien, dans le fond, logistique, là, si on veut. Exactement. Ça enlève de la pression, ça enlève beaucoup de pression financièrement. Puis ça me motive d'aller dans les tournois, ça me motive d'avoir des partenaires aussi. Donc, ça me soutient vraiment à tous les niveaux, mentalement, financièrement, physiquement. Oui, parce que les gens ne savent pas toujours, mais en général, de façon générale, tous les sports amateurs coûtent cher. Tu sais, les parents qui ont des enfants qui jouent au hockey le savent, là, ça coûte une fortune. Le baseball, c'est la même affaire. Tout ce qui est compétitif, puis le karaté, c'est la même chose. Là, quand tu vas en tournoi à l'étranger ou même juste aller à Québec, c'est niaiseux, mais passer la fin de semaine là, l'hôtel, manger, le déplacement, ça vient cher. Exactement. Ouais, ça monte vite les prix. C'est très, très cher. Surtout là, les 2 dernières années, je pense que ça s'est vraiment amélioré les tournois, mais tu remontes 5 ans avant, c'était des petites médailles, les divisions 70 chaque, puis c'est juste des petits tournois. Puis donc là, ça fait que ça coûte cher, ça démotive les gens ne veulent plus aller dans les tournois, mais avec les commanditaires, ça fait en sorte que justement, je peux me permettre d'aller dans les tournois, je peux me permettre d'aller pousser, d'aller dans les tournois, peu importe c'est où. Par exemple, à Québec Open, justement, j'aurais été là-bas, puis ma division toutes mes divisions auraient été commanditées et payées. Puis, c'est-tu quelque chose que tu aurais le goût de pousser professionnellement, le fight? Parce que, je veux dire, des karatékas qui s'en vont dans le combat professionnel, mettons, côté UFC et compagnie, ça s'est déjà vu, là. Donc, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse ou tu veux plus pousser ton école puis aller vers l'enseignement? Moi, j'aime vraiment le point fighting, donc je pense pas que je pourrais arrêter. J'aime aussi enseigner, puis je pense que les deux peuvent aller très bien ensemble. Il faut juste être capable de bien s'organiser. Donc, le point fighting, c'est sûr que je vais toujours continuer, puis c'est certain que dans les prochaines années, je vais aller aux États-Unis, je vais aller au Irish Open encore plusieurs fois. Par contre, pour ce qui est des combats professionnels, je ne sais pas, c'est vraiment difficile parce qu'en tant que professeur, si tu te fais vraiment blesser, tu sais, je ne sais pas si tu as quelqu'un d'autre pour te remplacer. Donc, pour ça, mais des combats de kickboxing amateur, il y en a plusieurs de mes partenaires qui en font. Puis c'est sûr que ça m'intéresserait peut-être dans les années à venir de faire quelques matchs amateurs, puis peut-être bien professionnels. On ne sait jamais si j'aime ça puis si j'ai le talent. All right, cool. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Jay, t'avais-tu une dernière question avant qu'on finisse? Non, ben moi, ça clôt pas mal bien le podcast. Je trouve que c'est une belle phrase de la fin. Ah ouais, c'est super cool. On va peut-être juste rappeler aux gens à la fin de l'épisode d'aller s'abonner en cliquant sur l'icône en bas à droite qui apparaît à la fin de l'épisode. Ça nous aide à grandir. Si vous vous abonnez sur YouTube, ça nous donne les moyens de continuer.
Fait que n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Facebook, partager nos pages, partager des épisodes que vous aimez. Et si jamais vous connaissez des karatékas ou des martial artists qui seraient intéressants qu'on rencontre, ben écrivez-nous à guerrierpodcast@gmail.com. Merci beaucoup, Carlos, pour ton temps. C'était super cool. Puis bonne continuation avec ton école. Merci beaucoup. All right. Bonne soirée.